La Nouvelle-Écosse enregistre un nouveau record de cas quotidiens. L'Atlantique est sur le qui-vive. C'est un peu inquiétant, on ne sait pas ce qui va arriver, on attend de voir ce qui va se passer. La montée fulgurante des cas de Covid-19 en Nouvelle-Écosse perturbe de nombreux services. La province met en place un programme d'aide aux entreprises. Et on se rend au théâtre Capitole pour le traditionnel spectacle de Noël avec les Muses, les frères Béliveau et Roland Gauvin. Bonsoir, bienvenue à l'émission. L'arrivée du variant Omicron fait trembler tout le pays. En Atlantique aussi, le nombre de cas ne cesse de grimper en même temps que l'inquiétude de la population. Sarah, la Nouvelle-Écosse fracasse un nouveau record de cas aujourd'hui. Tout à fait. La santé publique de la Nouvelle-Écosse rapportait 426 nouveaux cas aujourd'hui. Et c'est la troisième journée consécutive que la province bat ses records. C'est du jamais vu. Mais ce n'est pas la seule province en Atlantique à avoir fracassé des records en matière de nouvelles infections cette semaine. Il y avait l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick jeudi. Et justement, au Nouveau-Brunswick, on sent chez les gens une certaine fatigue, de l'inquiétude également. On a parlé à certaines personnes qui faisaient leurs courses pour le temps des fêtes plus tôt aujourd'hui. Cette période qui risque d'être encore très particulière cette année. Les enfants ne peuvent pas jouer au sport, donc on en profite pour patiner dehors. On prend nos précautions. En fait, le masque N95, je l'ai sorti spécialement pour ça. C'est un peu inquiétant, on ne sait pas ce qui va arriver, on attend de voir ce qui va se passer. C'est vraiment frustrant un peu, parce que tout de suite, on commence à voir la vie de nouveau anormale. Et avec les nouveaux variants qui commencent, puis qu'on voit que ça déménage pas mal vite, c'est difficile. On a essayé de jouer le jeu, on essaye de tenir le coup, mais là, ce variant-là, ces nouvelles restrictions, il n'y a plus de sport pour les enfants, il n'y a plus de... C'est difficile à vivre, je trouve. Et justement, Sarah, des nouvelles mesures sont entrées en vigueur un petit peu partout en Atlantique. C'est ça, on resserre la vis dans les 4 provinces. Les limites de rassemblement dans les lieux publics sont réduites, donc dans les restaurants, les théâtres. C'est également le cas dans les lieux privés, donc les rassemblements privés. Au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, c'est de retour aux bulles de 20 personnes. Pour les activités sportives chez les jeunes, c'est restreint, voire complètement annulé. Donc les gens tentent de profiter de l'extérieur comme ils le peuvent en faisant des sports d'hiver. Et le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, il hésite à imposer de nouvelles mesures sanitaires malgré la hausse de cas. But I think people it'd be difficult to repeat what we did before in lockdown. I just think the appetite's not there, and the adherence to the rules would not be there. Across the country, we got that same message, and talking with the Prime Minister and my other colleagues, is that people are really, look, we got vaccinated, we should be able to have a resemblance here of life. Donc, quand on regarde le taux de cas actifs, le Nouveau-Brunswick fait partie des pires provinces au pays. Donc, vraiment, c'est assez inquiétant. On fera le point donc d'ici demain. Merci beaucoup, Sarah. Je vous en prie. Restons au Nouveau-Brunswick. Un cas de Covid-19 a été confirmé dans un foyer de soins à Edmundston et un autre à Moncton. Un employé de la résidence Jodin d'Edmundston a reçu un test positif et tout le personnel sera testé d'ici lundi. À la Villa-Providence de Moncton, un cas a été confirmé chez un employé, mais on dit que la situation est moins critique et limitée à une section de l'établissement. Michael Keating de l'Association des foyers de soins de la province dit qu'une analyse de risque est faite chaque jour depuis la présence du nouveau variant. On fait des tests avant que les personnes rentrent au foyer. Puis là, ça nous donne une opportunité au moins de savoir si quelqu'un qui a testé positif, il ne peut même pas rentrer au foyer.
S'il n'y a pas d'éclosion, nous espérons qu'on pourrait peut-être avoir des visites, mais ça pourrait pas être des visites d'un tel nombre de personnes, ça peut être peut-être une ou deux, là, cependant la région et la situation dans chaque région. En Nouvelle-Écosse, des services tournent au ralenti en raison de cette flambée des cas de Covid-19 et des restrictions mises en place pour tenter de freiner la propagation du virus. Face à cela, le gouvernement provincial souhaite aider les entreprises en difficulté. Kéra Morellon fait le point. Le Premier ministre néo-écossais Tim Houston a fait une annonce vendredi d'une aide financière pour les petites entreprises de la province. C'est une aide unique de 7 500 $ qui sera remise aux entreprises qui correspondent aux critères. And we will support them. Le Premier ministre Houston dit faire de son mieux pour aider ceux affectés par les dernières restrictions sanitaires et cela inclut une réponse rapide de la part du gouvernement. La montée fulgurante des cas cette semaine perturbe de nombreux services aux quatre coins de la province. Par exemple, la municipalité régionale d'Halifax a dû ajuster certains services municipaux, comme les services de transport en commun. Et la municipalité n'est pas la seule à rapporter un manque de personnel. Certains restaurants ont même dû fermer temporairement. Mercredi, le restaurant sur la rue Argyle de Pint Public House a fermé ses portes pour un minimum de 24 heures car plusieurs employés avaient reçu des résultats de tests positifs à la COVID-19. Le restaurant sur le chemin Spring Garden, La Fresca, a aussi annoncé une fermeture à durée indéterminée pour permettre à leurs employés d'avoir le temps nécessaire pour aller faire un test PCR. De son côté, le ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse s'attend encore à avoir des retards et des pénuries de personnel dues à l'augmentation de cas rapides de COVID-19 dans la province. Ici Kéra Morellon, Radio-Canada, Halifax. Et d'ailleurs, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse impose des amendes de 23 000 $ à l'université Saint-Francis-Xavier et à son association étudiante pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires en vigueur. Le Premier ministre Tim Houston souligne que la direction de l'université et l'association étudiante se voient imposer l'amende maximale dans les circonstances. Une éclosion de Covid-19 a été déclarée dans l'institution post-secondaire après une cérémonie de remise de diplôme. Ailleurs au pays, le nombre de nouveaux cas a légèrement diminué au Québec. La santé publique en recense 3 631 au cours des 24 dernières heures et 35 hospitalisations supplémentaires. De son côté, l'Ontario enregistre 3 301 nouveaux cas. C'est une hausse par rapport à hier. On assiste là aussi à une très légère diminution des hospitalisations par rapport à hier. Et on a de plus en plus de données sur le fameux variant Omicron qui fait craindre le pire ici comme ailleurs. L'OMS confirme que le variant se transmet très rapidement dans les pays avec une forte immunité collective. L'OMS indique avoir toutefois besoin de plus d'informations pour comprendre si les mutations du variant le rendent simplement plus transmissible ou s'il réussit à échapper à l'immunité acquise par les vaccins. L'arrivée du variant Omicron et la hausse des cas de Covid-19 font craindre le pire à quelques jours des fêtes. Alors, quels sont les bons réflexes à avoir avant de recevoir des amis ou de la famille? Et dans quelle mesure doit-on être vigilant? Pour en parler, je joins Dr Ghislain Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que la limite de la bulle de 20 personnes au Nouveau-Brunswick, est-ce que ça vous semble sécuritaire? C'est sûr qu'il faut essayer, en tant que la santé publique ou bien dans le gouvernement, d'essayer de garder des mesures claires. C'est sûr qu'on met la limite à 20, mais c'est fortement encouragé de réduire nos contacts au maximum. Je peux vous dire que personnellement, je vais pas me rendre à 20. Puis ça, c'est pour protéger ma famille, mais aussi pour protéger les gens dans ma famille immédiate, mais aussi pour les gens dans ma famille plutôt étendue. Je pense que c'est juste une bonne pratique d'essayer de réduire le nombre de contacts qu'on va avoir, tout en gardant nos autres mesures sécuritaires qu'on fait depuis le début de la pandémie. Voilà, donc vous demandez, en tout cas conseiller aux gens de limiter leurs contacts, même si on est pleinement vacciné. Oui, ben en fait, avec Omicron, ça devient un petit peu plus difficile à prédire ce qui va arriver.
On n'est pas tout à fait certain du taux de protection que nos vaccins donnent. On sait qu'une troisième dose offre une meilleure protection que seulement 2 doses. Puis on n'est pas tout à fait certain encore quel genre d'infection qu'on peut avoir avec Omicron, malgré le fait qu'on a de plus en plus d'informations qui ressortent. Alors, je pense que le conseil à remettre aux gens en ce moment, c'est d'être prudent. Puis, en étant prudent, on peut protéger les gens autour de nous. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à faire des tests rapides chez eux. On a vu hier des grandes files pour aller se procurer ces tests rapides-là. Est-ce que vous le conseillez d'en faire plusieurs? Est-ce que c'est fiable? C'est sûr que ce qu'on appelle le gold standard, qui est la meilleure façon de vérifier si on a un statut COVID positif, c'est le test PCR qu'on fait dans les cliniques de dépistage à l'hôpital, puis qui est justement fait au laboratoire à travers la province. Le test rapide offre quand même une petite réassurance, surtout si on n'a aucun symptôme, mais on ne devrait pas l'utiliser à preuve de garantie qu'on est COVID-19 négatif. Je pense que l'important à ce niveau, c'est encore une fois de mettre l'emphase sur ce qu'on fait depuis le début de la pandémie, ce qui est le bon lavage de mains, la distanciation sociale et physique au meilleur de nos capacités, puis le port de masque à l'extérieur ou bien donc à l'intérieur dans les endroits un peu plus refermés. Là. En parlant des endroits refermés, on entend aussi de plus en plus qu'il faut aérer les pièces. Bon, on sait que c'est l'hiver ici, mais que ça serait très utile aussi avec Omicron de aérer une fois par heure pour vraiment éviter aussi que les gouttelettes restent dans l'air. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, c'est la prudence au maximum. Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens retiennent de cette saison des fêtes. Si on peut faire quelque chose pour éviter des infections, des complications, des décès, je pense que c'est notre devoir en tant que citoyen de le faire. Avec Omicron, il y a beaucoup d'incertitudes. On pense qu'il est plus infectieux. On pense que les taux de transmission sont plus grands. On pense que ça peut être transmis de façon aérienne. On pense, il y a beaucoup d'informations qui restent à ressortir, mais si on veut être le plus prudent puis protéger le plus de gens possible, je pense que c'est quand même une bonne pratique. Exactement, donc prudence, limitons encore les contacts et gardons les bons réflexes acquis, donc maintenant avec presque ces 2 ans de pandémie. Docteur Ghislain Lavoie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci, ça me fait plaisir. Dans quelques minutes, un gardien de but victime d'insultes racistes reçoit une vague d'amour de la part d'élèves de l'île du Prince-Édouard. Quelques 7000 infirmières au Nouveau-Brunswick ont ratifié une entente de principe d'une nouvelle convention collective avec le gouvernement provincial. Les membres de l'unité représentant les infirmières immatriculées, les infirmières praticiennes et les infirmières auxiliaires autorisées ont entériné l'entente à 56%. La présidente du syndicat, Paula Doucette, se dit satisfaite de la ratification de l'entente, dont on ignore encore pour le moment les détails. L'unité syndicale comprenant les infirmières gestionnaires et les infirmières surveillantes votera à son tour lundi. En novembre dernier, un jeune gardien de but de 16 ans a été victime d'insultes racistes lors d'un tournoi de hockey à l'île du Prince-Édouard. Près d'un mois plus tard, des élèves de l'école Saint-Augustin de Rustico ont décidé de lui écrire pour lui rendre hommage. Leur objectif, dire non au racisme. Julien Lecachard. Cela pourrait être un après-midi de patinage comme les autres pour ces enfants de l'école Saint-Augustin de Rustico. Mais pas cette fois-ci, car aujourd'hui, ils patinent pour une cause importante, lutter contre le racisme. Le racisme ne devrait pas être sur la terre. Comme Callum Craig, des dizaines d'enfants se sont mobilisés pour défendre Mark Connors.
Ce jeune gardien de but des Hawks d'Halifax a été victime d'actes racistes lors d'un tournoi disputé à l'île du Prince-Édouard en novembre dernier. Un événement marquant qui a touché ces jeunes enfants. Je veux que ça n'arrive plus jamais. Triste. Pourquoi? Parce que c'est méchant. À l'initiative de leur enseignante d'anglais, les enfants de l'école ont écrit et envoyé des lettres de soutien à Mark Connors. On a comme dit que c'est comme pas acceptable de comme dire des choses comme ça à lui. À écrire à Mark Connors pour dire qu'on est désolé, on est déçu que ça est arrivé, puis on l'appuie, puis on veut mettre fin à ce genre d'activité et que les sports sont pour tout le monde. Touché par cette attention, Mark Connors a répondu aux élèves avant de prendre le temps de leur parler par vidéoconférence afin de les remercier. Au grand plaisir de l'enseignante et des jeunes élèves. Il a aimé les lettres vraiment beaucoup. Il a dit qu'il était touché, puis très content d'avoir notre lettre, puis il veut revenir à l'île un jour. Mark Connors a promis de venir visiter les élèves de l'école Saint-Augustin. D'ici là, ils arboreront sur leur masque les autocollants fabriqués par les Hawks d'Halifax, les Hawks contre le racisme, un slogan déjà adopté par ces jeunes. Ici Julien Lecacheur, Radio-Canada, Charlottetown. La série de spectacles Noël avec les Muses, les Frères Béliveau et Roland Gauvin fête sa 20e année. Le regroupement d'artistes présente son fameux spectacle du temps des fêtes au Capitole de Moncton. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. On reçoit des courriels des gens d'un peu partout à travers la planète qui nous disent, surtout après l'an passé, qu'on aimerait d'être là, qu'ils l'ont vu à un moment donné. À ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous dis, essayez-le une fois si vous pouvez, venez faire un tour. Vous allez vivre des moments, je pense, des beaux moments. Surtout si Noël, pour vous autres, c'est spécial. Que la salle soit comble ou qu'elle soit réduite, on va donner le même de nous-mêmes. Le simple fait de pouvoir offrir le spectacle en soi, ça vaut tout, c'est sûr. On aimerait ça qu'il y ait plus de gens là, mais au moins on sait qu'on est capable de l'offrir virtuellement pour ceux qui ne peuvent pas être là. Donc on se dit, il n'y a quand même pas de limite. On est là, on peut le faire, donc on va donner là, notre 110%. Les banques alimentaires peinent à répondre à la demande pour les paniers de Noël. De plus en plus de familles y ont recours pour se nourrir. Une tendance lourde, attribuable entre autres à la hausse du coût des aliments et à la crise du logement. Marie-Josée Paquette-Comeau. Lynn reçoit son panier de Noël de la banque alimentaire de son église et elle est loin d'être la seule. Dès les débuts de la pandémie, là, on a triplé le nombre de bénéficiaires habituels. Des fruits, des légumes. Elle ne croyait jamais qu'un jour, elle devrait demander de l'aide pour se nourrir. Quand tu gagnes des gros salaires, puis qu'à un moment donné, il y a une séparation, tu tombes sur le chômage. Bon, là, t'es monoparentale. Elle a épuisé ses économies. La maladie l'empêche de travailler. Elle bénéficie depuis 2 ans de l'aide de dernier recours. Une réalité difficile à accepter. Ah, mon Dieu! Ah, j'étais dans mon auto puis je pleurais. Je me dis, si je rencontre quelqu'un que je connais. Basculer dans la pauvreté est une réalité maintenant pour bien des familles à faible revenu. La crise du logement, l'inflation, la pandémie, c'est comme un espèce de cocktail qui fait que ça fragilise des gens qu'on pensait en dehors de l'horizon de la pauvreté. Au Canada, c'est en Saskatchewan et en Nouvelle-Écosse que les taux de pauvreté sont les plus élevés, sans compter les territoires où la situation est critique. L'organisme Canada Without Poverty
craint qu'avec Omicron, la situation se dégrade. I feel like we're imposing all these restrictions before the government has thought about what it's going to mean for people who are living paycheck to paycheck. Brocoli de 4 piastres hier. C'est que c'est beau. Parce qu'à l'épicerie, le prix des denrées augmente, ce qui inquiète Lynn. On va faire l'épicerie et on en parle. Le monde s'en parle tout. C'est sûr que les gens capotent. Là. Avec ses petits-enfants qu'elle adore, Lynn demeure philosophe. Aujourd'hui, je mange. Aujourd'hui, je peux partager quelque chose. C'est ça. Demain, c'est une autre journée. Mais il n'en manquera pas. Parce qu'il arrive toujours ce qu'on a besoin, mais il faut y croire. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal. Aux Philippines, au moins 33 personnes sont mortes après le passage du typhon Rai. Des dizaines d'autres personnes sont toujours portées disparues. Les autorités font état d'importants dégâts matériels sur les îles qui ont subi le plus fort de la tempête. Daniel Cadjo. Bâtiments détruits, arbres déracinés, poteaux électriques arrachés, les Philippines tentent de se relever du passage du typhon Rai. Dans le sud et le centre du pays, ils sont plus de 300 000 personnes, enfants, parents, grands-parents, à avoir fui leur domicile. Les îles de Siargao et du Surigao, qui comptent plus de 100 000 habitants, sont celles qui sont le plus durement touchées. C'est d'ailleurs sur l'île de Siargao, dans le sud du pays, que la tempête a touché terre jeudi. Avec elle, précipitations et vents allant jusqu'à 195 km/h. Sur l'île de Dinagat, qui a également été touchée, les autorités recherchent des vivres de première nécessité, des abris temporaires et des fournitures médicales. La tempête qui est la plus puissante à frapper les Philippines cette année a provoqué l'interruption du courant et des communications dans l'ensemble du pays, ce qui a compliqué la réponse à la catastrophe. Le gouvernement philippin assure toutefois que l'aide s'organise. Plus de 18 000 militaires, pompiers et gardes-côtes seront déployés dans les régions les plus touchées selon l'Agence nationale des catastrophes. Vendredi, le typhon Rai a poursuivi sa trajectoire vers l'île de Palawan, la mer de Chine méridionale et le Vietnam. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal. Il a fait beau aujourd'hui dans la plupart de nos régions avec un mercure qui s'est quand même tenu sous le point de congélation. Pour demain, au Nouveau-Brunswick, on prévoit de la neige intermittente avec une accumulation de 2 cm par endroit et un maximum de -2. En Nouvelle-Écosse, la neige cesse en après-midi dans la majeure partie de la province. On pourrait recevoir 5 cm, maximum de -1. À l'île du Prince-Édouard et aux îles de la Madeleine, la neige débute le matin avec une accumulation de 2 cm par endroit, maximum -2. Et à Terre-Neuve et Labrador, ce sera une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -5.